Ils m'ont ignoré 5 ans, jusqu'à voir mon yacht. Venu quémander, ils ignoraient que je possédais leurs dettes. Je n'ai pas seulement dit non, j'ai saisi leur vie entière. Ma vengeance ultime face à leur cupidité. La plupart des gens pensent qu'être oublié est la pire des souffrances, mais ils ont tort. La véritable agonie, c'est quand ils se souviennent soudainement de votre existence uniquement parce qu'ils flairent l'argent. Mes parents m'ont effacé de leur vie pendant 5 ans sans un seul appel. Puis ma tante a publié une vidéo de mon yacht en ligne. Mon père m'a immédiatement envoyé un SMS. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a simplement exigé que je vende le bateau parce que la famille avait besoin d'argent. Je m'appelle Chloé Dubois. Durant les 1825 derniers jours, j'ai été un fantôme pour les personnes qui partagent mon ADN, pour mes parents. Je n'étais pas seulement éloigné. J'étais effacé. J'étais l'erreur qu'ils avaient gommée du récit familial. La fille qu'ils avaient cessé de mentionner aux repas paroissiaux parce que mes choix de carrière ne correspondaient pas à leur définition étroite du succès. 5 ans, 60 mois sans une carte d'anniversaire, 260 semaines sans un seul SMS demandant si j'étais vivante, si j'étais en sécurité, ou si j'avais de la nourriture dans mon réfrigérateur. Ils avaient oublié que j'existais jusqu'à ce matin. Le silence ne s'est pas brisé par des excuses sincères ou des retrouvailles en larmes. Il s'est brisé à cause d'un algorithme Facebook et d'une balise de géolocalisation. Ma tante Marthe, la seule personne de ce côté de la famille qui me traitait encore comme un être humain, était venue me rendre visite à Nice. Marthe est une femme adorable, mais son aisance avec le numérique est celle d'un golden retriever. Elle avait pris une vidéo de ma nouvelle acquisition, un yacht azimut de 21 mètres amarré à la marina privée, et l'avait publié sur son fil d'actualité. Elle pensait juste être une tante fière. Elle a légendé, si fière de Chloé et de son magnifique nouveau bateau et a tagué l'emplacement exact. Elle aurait tout aussi bien pu tirer une fusée de détresse au-dessus d'un banc de requins. Dans les 14 minutes qui ont suivi la publication, mon téléphone a commencé à vibrer sur mon bureau en acajou. Il bourdonnait avec le rythme implacable et agressif d'un marteau-piqueur. J'ai baissé les yeux. Les noms sur l'écran étaient des fantômes d'une vie passée. Papa, maman, Benoît. J'ai pris le téléphone, non pas pour répondre, mais pour lire l'aperçu du SMS que mon père avait envoyé. Il était tapé en majuscules. Urgent et exigeant. Il ne disait pas, Chloé, tu nous manques. Il ne disait pas, Chloé, est-ce que tu vas bien? Il disait, vends le bateau. Famille en crise. Appelle-moi maintenant. On a besoin de l'argent. J'ai fixé l'écran et la seule chose que j'ai ressentie était un détachement froid et clinique. Je me trouvais actuellement dans mon bureau d'Anglo Group de restructuration Lefebvre. 30 étages au-dessus de la ville. Je portais un blazer sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de mon père et j'étais au milieu d'une négociation à haut risque. Madame Dubois. La voix dans mon oreillette a grésillé. C'était le directeur financier d'une entreprise de logistique en faillite. Il semblait désespéré. Si nous acceptons la liquidation des actifs, pouvons-nous garder la filiale à Metz? Je me suis détourné de mon téléphone personnel et j'ai regardé l'horizon. Ma voix était douce, calme et absolument implacable. Non, ai-je dit, la filiale est la seule partie de votre portefeuille qui perd de l'argent. On coupe le membre pour sauver le corps. Gérard, c'est ça l'accord. Vous avez jusqu'à 17h cet après-midi pour signer les papiers. Sinon, Lefebvre retire le financement et vous déposez le bilan avant demain matin. Ne me mettez pas à l'épreuve là-dessus. J'ai appuyé sur le bouton pour mettre fin à l'appel avant qu'il ne puisse supplier. Ma main n'a pas tremblé. Mon rythme cardiaque n'a pas augmenté. Je suis une experte en restructuration de dettes. Mon travail consiste à entrer dans des bâtiments en feu, à évaluer les dégâts et à décider de ce qui vaut la peine d'être sauvé et de ce qui doit être rasé. Je traite avec des gens désespérés tous les jours. Je connais l'odeur de la panique. Je connais le son d'un menteur qui essaie de gagner du temps et en ce moment, mon téléphone personnel sentait exactement comme mon téléphone professionnel. La porte du bureau s'est ouverte et tante Marthe était là, le visage pâle. Elle serrait son téléphone comme si c'était une grenade. Chloé, balbutia-t-elle, je crois que j'ai fait une bêtise. Ta mère vient de m'appeler. Elle hurlait. Elle voulait savoir combien coûtait le yacht. Elle a dit que tu leur devais de l'argent. Marthe avait l'air sur le point de pleurer.
J'ai supprimé la publication. Ma chérie, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas déclencher une guerre. Je me suis approché et lui ai versé un verre d'eau pétillante du bar du bureau. Ce n'est rien, Marthe, ai-je dit, ma voix stable. Tu n'as pas déclenché une guerre. Tu as juste révélé la position de l'ennemi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre SMS de mon frère. Benoît, on est à la grille. Laisse-nous entrer ou on appelle les flics en disant que tu as volé cet argent. J'ai failli rire. C'était une menace si maladroite et amateur. Benoît avait toujours été l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal, mais il avait le sens des affaires d'un bambin. L'interphone sur mon bureau a sonné. C'était la sécurité de la marina qui me transférait l'appel. Madame Dubois, a dit le chef de la sécurité, sa voix tendue. J'ai un problème à la grille nord. Il y a un groupe de 4 personnes ici. Un couple plus âgé, un jeune homme et une jeune femme. Ils font une scène. Le monsieur plus âgé crie qu'il est votre père et qu'il a le droit d'inspecter sa propriété. Il essaie de forcer le passage. Je pouvais entendre l'agitation en arrière-plan. Je pouvais entendre la voix tonitruante de mon père, la même voix qui me sermonnait sur le fait que j'étais une déception, que je n'arriverais jamais à rien sans ses conseils. Madame Dubois ? A demandé le garde. Voulez-vous que j'appelle la police locale ? Nous pouvons les faire expulser pour violation de propriété. Ils dérangent les autres propriétaires. Mon doigt a plané au-dessus du bouton du haut-parleur. Le choix logique était de dire oui, de les renvoyer, de demander une ordonnance d'éloignement, de garder ma vie propre et stérile comme je l'avais construite au cours des 5 dernières années. Mais ensuite j'ai regardé le flux de sécurité sur mon deuxième moniteur. J'ai zoomé sur leur visage. Mon père, le visage rouge de suffisance. Ma mère, regardant la marina avec des yeux avides, évaluant la richesse de mes voisins. Benoît, l'air débraillé et frénétique, et une femme que je ne reconnaissais pas, la femme de mon frère, sans doute, qui tenait déjà son téléphone, enregistrant les yachts, planifiant probablement sa prochaine publication sur les réseaux sociaux. Ils ressemblaient à des vautours tournant autour d'une carcasse. Ils pensaient que j'étais la carcasse. Ils pensaient que j'étais toujours la jeune fille de 22 ans qui pleurait quand ils m'avaient coupé les ponts. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Ils ne savaient pas que depuis 5 ans, je nageais avec des requins qui mangeraient mon père au petit déjeuner et utiliseraient ses os comme cure-dents. Si je les renvoyais, ils continueraient à revenir. Ils me harcèleraient à distance. Ils joueraient les victimes. Non. Dans mon métier, on n'ignore pas un actif toxique. On l'acquiert. On l'audite. Et ensuite, on le liquide. Pas de police, ai-je dit dans l'interphone. Les mots avaient le goût de l'acier froid. Laissez-les entrer. Tante Marthe a halté derrière moi. Chloé, non, tu n'es pas obligée de faire ça. Escortez-les jusqu'au yacht, ai-je continué, ignorant la supplique de Marthe. Dites-leur que je serai là dans 20 minutes. Offrez-leur du champagne. Mettez-les à l'aise. Compris, Madame Dubois, a dit le garde, bien qu'il ait l'air confus. J'ai coupé la communication et me suis dirigé vers le porte-manteau. J'ai troqué mon confortable cardigan de bureau pour un blazer noir structural et affûté. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir, mon maquillage était impeccable. Mon expression était impénétrable. Pourquoi, a demandé Marthe, sa voix tremblante. Pourquoi les laisserais-tu entrer après ce qu'ils t'ont fait? Je me suis tourné vers elle et j'ai souri. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire que j'arborais quand j'étais sur le point de faire une prise de contrôle hostile d'une entreprise qui m'avait sous-estimé. Parce que tante Marthe, ai-je dit en prenant ma pochette. Ils pensent qu'ils viennent à une réunion de famille. Ils pensent qu'ils sont là pour encaisser un chèque. J'ai ouvert la porte de mon bureau, les talons de mes chaussures claquant sèchement contre le sol en marbre. Ils ne réalisent pas, ai-je dit en entrant dans le couloir, qu'ils se rendent à une réunion de restructuration, et que je suis la présidente du conseil d'administration. J'étais sur le pont arrière de l'Obsidienne, mon azimut de 21 mètres, et je regardais le moniteur de sécurité sur ma tablette. J'étais arrivé 20 minutes avant eux, juste assez de temps pour transformer l'espace d'un bateau de plaisance en une salle de négociation. J'ai ajusté les poignets de mon blazer, lissant une ride microscopique. C'était une habitude que j'avais prise en salle de conseil.
La présentation est une défense. Ma montre, une Patek Philippe vintage qui coûtait plus que tout le fonds de retraite de mon père, était lourde et froide contre mon poignet. C'était un rappel que mon temps était maintenant la chose la plus chère sur ce quai. La grille s'est ouverte. Ils ont descendu la jetée en groupe, ressemblant moins à une famille qu'à un groupe de touristes qui s'étaient trompés de chemin. Mon père menait la marche. Sa démarche était toujours pompeuse, cette marche torse bombée d'un homme qui se croit le centre moral de l'univers, même si sa veste de costume était tendue sur les boutons et que le tissu semblait lustré par l'âge. Ma mère marchait un demi-pas derrière lui, sa tête pivotant à gauche et à droite. Elle ne me cherchait pas. Elle scannait les autres yachts, vérifiant les noms, calculant la valeur nette de mes voisins. Elle lissait nerveusement ses cheveux, un réflexe que je me rappelais de chaque fois qu'un créancier appelait sur notre téléphone fixe. Derrière suivait Benoît, mon frère, l'enfant prodige. Il semblait plus lourd que dans mes souvenirs, son visage bouffi, ses yeux fuyant avec l'énergie frénétique d'un animal piégé. Et accrochée à son bras se trouvait une femme que je supposais être sa femme. Elle était vêtue de rose, portait un sac à main qui criait la contrefaçon de créateur, et tenait déjà son téléphone, filmant la coque de mon bateau pour son fil de réseaux sociaux. Ils se sont arrêtés à la passerelle. Ils n'ont pas levé les yeux pour me voir debout sur le pont supérieur. Ils ont regardé le bois de teck. Ils ont regardé les rambardes chromées. Ils ont regardé l'imposant arceau radar. Regarde cette finition, ai-je entendu mon père dire, sa voix portant sur l'eau. C'est italien. Ça doit l'être. C'est énorme. La femme en rose a glapi. Benoît, prends une photo de moi devant le nom du bateau. J'ai décidé qu'il était temps. J'ai descendu l'escalier en colimaçon jusqu'au pont principal. Mes talons produisant un claquement délibéré et rythmé contre les marches. Je me suis arrêté en haut de la passerelle, croisant les bras. Bonjour, père, ai-je dit. Les quatre se sont figés. Mon père a levé les yeux, clignant des yeux comme s'il avait oublié que je faisais partie de l'équation. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le choc sur son visage. Pas la joie de voir une fille perdue de vue, mais le choc de voir la fille simple et silencieuse qu'ils avaient rejetée se tenir maintenant au-dessus d'eux, les regardant de haut. Chloé, a soufflé ma mère. Elle s'est avancée, ses mains s'agitant vers sa poitrine. Oh, regarde-toi. Tu as l'air cher. C'était un choix de mots révélateur. Pas en bonne santé, pas heureuse, chère. La femme en rose, ma belle-sœur, est sortie de derrière Benoît. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, ses yeux se plissant alors qu'elle évaluait mon blazer, mes chaussures, ma montre. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement un calcul aigu et prédateur. Alors, dit-elle, faisant claquer un chewing-gum bruyamment. Benoît n'a pas dit que tu étais blindé. Tu as épousé un PDG ou quelque chose comme ça. Il est à l'intérieur. L'air sur le quai a semblé chuter de 10 degrés. Benoît a grimacé et l'a poussé du coude, mais elle a juste haussé les épaules, gardant son téléphone pointé sur moi. Je ne lui ai pas répondu. Je ne me suis pas mis en colère. Je l'ai simplement regardé. J'ai tenu le silence. 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. C'est une technique que j'utilise avec les jeunes cadres qui parlent à tort et à travers. On laisse le silence s'étirer jusqu'à ce qu'ils deviennent physiquement inconfortables. Jusqu'à ce qu'ils commencent à s'agiter et à remettre en question leur propre existence. Elle a baissé son téléphone, son sourire vacillant. Quoi, a-t-elle marmonné. Les chaussures, ai-je dit calmement. Pardon? Mon père s'est hérissé, son visage devenant rouge. Chloé, nous sommes ta famille. Nous ne t'avons pas vu depuis 5 ans. Et la première chose que tu dis concerne les chaussures. C'est un pont en teck posé à la main, ai-je dit, ma voix plate et non négociable. Les talons aiguilles et les chaussures à semelles dures endommagent le bois. Si vous voulez monter à bord, les chaussures restent sur le quai. Si vous ne voulez pas monter à bord, la sortie est derrière vous. J'ai soutenu le regard de mon père. Je l'ai vu lutter avec son ego. Il voulait partir en trombe. Il voulait me faire la morale sur le respect. Mais ensuite, il a de nouveau regardé le yacht. Il a regardé le luxe auquel il aspirait désespérément. La cupidité a gagné. Elle gagne toujours. Il s'est penché et a défait ses lacets. Un par un.
Ils ont empilé leurs chaussures dans un bac en plastique près de la passerelle. C'était une petite victoire, mais nécessaire. Elle les a dépouillés de leur dignité avant même qu'ils ne franchissent le seuil. Je les ai conduits dans le salon principal. J'avais demandé à l'équipage de rester sous le pont. Je ne voulais aucun témoin pour cela. Le salon était baigné dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, les canapés en cuir couleur crème semblant accueillants et immaculés. Ma mère a passé sa main sur le dossier d'une chaise, les yeux écarquillés. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », ai-je dit, désignant le coin salon. Je suis resté debout près du bar, gardant la position dominante. « Chloé », commença mon père, s'installant dans le cuir et écartant les bras comme s'il tenait la cour. « J'ai prié pour ce jour chaque nuit pendant 5 ans. Ta mère et moi avons prié pour que tu sois en sécurité. Nous étions si inquiets quand tu t'es éloigné. » Éloigné, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça? Il me semble me souvenir que tu as changé les serrures et que tu m'as dit que j'étais morte pour toi parce que j'ai refusé de co-signer le premier prêt commercial de Benoît. Benoît a sursauté. C'était un malentendu. Chloé, nous étions tous stressés. Nous ne sommes pas ici pour nous attarder sur le passé, a interrompu vivement ma mère, affichant un sourire éclatant et cassant. Nous sommes ici parce que nous sommes une famille et que les familles s'entraident. Dieu nous réunit quand le moment est venu et quand le besoin est grand, a ajouté mon père, sa voix tombant à un ton sombre et sérieux. Il s'est penché en avant, joignant ses mains. Chloé, nous ne sommes pas seulement venus pour prendre des nouvelles. Nous sommes en crise. Une véritable crise. Je m'en doutais, ai-je dit, me versant un verre d'eau sans leur en offrir. Tu m'as envoyé un SMS pour vendre le bateau avant même de dire bonjour. Combien? Ma franchise a semblé les déstabiliser. Ils ont échangé des regards. La belle-sœur a de nouveau poussé Benoît. Ce n'est pas seulement une question d'argent, a dit Benoît, sa voix se brisant légèrement. C'est une opportunité d'investissement qui a mal tourné. J'ai été escroqué. Si je ne couvre pas l'appel de marge, ils vont s'en prendre à tout. La maison de papa et maman, les voitures, tout. Combien, ai-je demandé à nouveau. 248 000 €, a dit mon père. Le chiffre est resté en suspens. C'était précis. Trop précis. Si c'était environ $250 000, j'aurais pu croire que c'était une dette générale. Mais 248 000 €, ça ressemblait à un remboursement. Ça ressemblait à une facture spécifique avec des intérêts calculés au jour près. Et quand en avez-vous besoin, ai-je demandé. Ce soir, a lâché la belle-sœur. Ou demain matin au plus tard, avant l'ouverture des banques. Je l'ai regardé. Son désespoir suintait par tous les pores. Pourquoi demain matin? Parce que c'est là que les auditeurs viennent, a balbutié Benoît. Je les ai étudiés. Le front en sueur de mon père, les mains tremblantes de ma mère, l'incapacité de Benoît à soutenir mon regard. Ce n'était pas un investissement qui avait mal tourné. C'était autre chose, quelque chose de plus sale. L'urgence, le montant spécifique, la menace de perdre la maison, tout indiquait un effet de levier à haut risque ou un règlement illégal gardé secret. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit lentement. Je ne garde pas ce genre de liquidité sous mon matelas. Tu as ce bateau, s'est exclamé mon père, faisant un geste autour de la pièce. Tu as cette opulence. Tu peux sûrement passer un appel. Tu peux aider ton frère. C'est ta chair et ton sang. Je peux passer un appel, ai-je convenu. Mais j'ai besoin de comprendre dans quoi je m'engage. Je ne signe pas de chèque en blanc. Tu ne nous fais pas confiance, a demandé ma mère, sa voix tremblant d'une blessure fabriquée. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. J'ai failli rire, mais je me suis retenu. Je suis une femme d'affaires, mère. La confiance, c'est pour les enfants. La vérification, c'est pour les adultes. J'ai vérifié ma montre. Il est presque 19 h. J'ai un chef qui vient préparer le dîner sur le pont supérieur. Pourquoi ne restez-vous pas? Nous pouvons manger, et vous pourrez m'expliquer exactement comment fonctionne cet investissement. Si les chiffres tiennent la route, nous pourrons discuter d'une solution. Un soulagement les a envahis. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que l'invitation à dîner était un prélude à une signature.
Il ne réalisait pas que dans mon monde, on offre le dîner à la cible juste avant d'acquérir ses actifs. Ce serait adorable, a dit ma mère, se relaxant dans le canapé. J'ai besoin d'utiliser les toilettes, ai-je dit. Faites comme chez vous. Ne touchez à rien. J'ai descendu le couloir jusqu'à la cabine principale et j'ai verrouillé la lourde porte derrière moi. Je suis allé dans la salle de bain attenante et j'ai ouvert le robinet pour que le bruit de l'eau masque ma voix. J'ai sorti mon téléphone sécurisé et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 6 mois. Il a sonné une fois. Dubois. Une voix bourrue a répondu. C'était Elias, un détective privé qui travaillait pour le fisc avant de réaliser qu'il y avait plus d'argent à se faire dans l'espionnage d'entreprise. J'ai 4 sujets sur mon bateau, ai-je dit, gardant ma voix basse et rapide. Mes parents, mon frère et sa femme. Ils demandent 248 000 € pour demain matin. Ils prétendent que c'est une dette commerciale. Tu veux que je vérifie, a demandé Elias. Je veux que tu les mettes en pièces, ai-je dit. Je veux savoir à qui ils doivent de l'argent. Je veux savoir pourquoi le chiffre est si spécifique. Je veux savoir au nom de qui est l'acte de propriété de la maison de mes parents. Et je veux savoir ce que ma belle-sœur a publié sur les réseaux sociaux ces dernières 48 heures. C'est une enquête approfondie pour une seule nuit, a grogné Elias. Je te paie le double pour la rapidité, ai-je dit. J'ai besoin de la vérité avant le lever du soleil. J'ai besoin de munitions, Elias. Toutes. Tu les auras, a-t-il dit. J'ai raccroché et je me suis regardé dans le miroir. Mon expression n'avait pas changé. J'ai fermé le robinet. Il était temps d'aller servir le dîner. Le chef privé que j'avais engagé pour la soirée, un homme nommé Henri qui travaillait habituellement pour des dîners d'ambassade, a placé une assiette de coquilles Saint-Jacques poêlées avec une écume de truffe devant mon père. Mon père a regardé l'arrangement délicat comme si c'était une insulte à son appétit. C'était un homme de viande et de pommes de terre, le genre qui assimilait la taille de la portion à la valeur. Prions, a annoncé mon père. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Il a incliné la tête, joignant ses mains sur le bord de la table en acajou. Ma mère a immédiatement suivi son exemple, fermant les yeux avec une piété qui semblait répéter. Benoît et sa femme, dont j'avais appris qu'elle s'appelait Vanessa, ont baissé la tête, mais ont gardé les yeux ouverts, jetant des regards furtifs à la bouteille de vin qu'Henri était en train de déboucher. Seigneur, commença mon père, sa voix tonnant dans l'espace clos de la salle à manger du pont supérieur. Nous te remercions pour cette nourriture, bien qu'elle soit sophistiquée et étrange. Nous te remercions d'avoir ramené notre fille égarée au bercail. Nous prions pour que tu adoucisses son cœur. Seigneur, nous prions pour que tu lui rappelles que la richesse est une épreuve et que thésauriser les bénédictions est un péché. Rappelle-lui, Seigneur, que la famille est le seul véritable investissement et que tourner le dos à sa propre chair et à son propre sang dans leurs moments de besoin est une abomination à tes yeux. Amen. Amen, a murmuré ma mère, s'essuyant un œil sec. J'ai pris ma fourchette. C'était subtil, papa, ai-je dit en coupant une coquille Saint-Jacques. Tu as presque oublié de mentionner la partie où je signe un chèque. Il ne s'agit pas du chèque, Chloé, a dit ma mère rapidement, sa voix tremblant de ce mélange familier de martyr et de manipulation. Il s'agit du devoir. Il s'agit de prouver que tu n'as pas laissé cet argent changer qui tu es. Je n'ai pas changé, ai-je dit en prenant une gorgée du cabernet millésimé. J'ai juste appris à lire un bilan. En parlant de ça, Benoît, parle-moi de cet investissement. 248 000 € est un chiffre très spécifique pour une fluctuation du marché. Benoît s'est redressé, ajustant sa cravate. Il ressemblait à un enfant essayant de porter le costume de son père. C'était une affaire sûre, Chloé. Un protocole de finance décentralisé, arbitrage à haut rendement exploitant une modélisation prédictive basée sur l'IA. Il a débité les mots à la mode comme s'il les avait mémorisés d'une miniature YouTube. J'ai posé mon verre. Arbitrage, ai-je répété. Donc, tu exploitais les différences de prix entre les marchés pour un profit sans risque. Exactement, a dit Benoît, semblant soulagé que je paraisse comprendre. Sans risque. C'est ce que le gars a dit. Mais ensuite le pool de liquidité s'est asséché et le contrat intelligent a exécuté un appel de marge à cause de la volatilité de la classe d'actifs sous-jacente. Je l'ai fixé. Benoît, si c'était de l'arbitrage,
il n'y a pas d'exposition à la volatilité car la transaction est instantanée et les contrats intelligents dans un pool de liquidité n'émettent pas d'appel de marge à moins que vous ne négociiez sur marge avec une garantie que vous ne possédez pas. As-tu mis une garantie en jeu? Benoît a cligné des yeux. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Eh bien, c'est compliqué. L'algorithme. Il a changé. C'est un nouveau type de technologie blockchain. Qui est la contrepartie, ai-je demandé. Quelle bourse détient la dette? C'est une société privée, a-t-il balbutié. Global Tech Venture. Ça ressemble à une société écran, ai-je dit froidement. Tu n'as pas investi dans un protocole, Benoît. Tu as donné de l'argent à un montage de Ponzi ou tu as emprunté à un usurier qui s'est donné un nom de SARL fantaisiste. Lequel est-ce? Arrête de l'interroger. Vanessa a frappé sa main sur la table, faisant sauter les couverts. Qui se soucie des détails techniques? Il a perdu l'argent. Ça arrive. Les riches perdent de l'argent tout le temps. Regarde-toi. Tu perds probablement autant en une journée. Elle a fait un geste ample autour du yacht. Tu as tout ça, ce bateau, le personnel, et nous conduisons une berline de 5 ans qui sent le chien mouillé. C'est embarrassant. Sais-tu ce que c'est que de garer cette chose au club de golf pendant que tout le monde est en Mercedes? Je l'ai regardé. Je pensais qu'il s'agissait de sauver Benoît de la faillite. Maintenant, il s'agit de ta place de parking. C'est une question d'image, a rétorqué Vanessa. Nous devons nous mettre à niveau. Si nous voulons régler ce gâchis, nous devons avoir l'air d'avoir de l'argent. Nous avons besoin d'une nouvelle voiture et nous devrions avoir accès à ce yacht. J'ai 5000 abonnés sur Instagram. Si je tag cet endroit, je pourrais obtenir des partenariats de marque. Je pourrais aider à rembourser la dette si tu nous laisses simplement utiliser les actifs. Utiliser les actifs, ai-je répété lentement. Tu veux affréter mon yacht pour ta carrière d'influenceuse. Tarif familial, dit-elle avec un sourire en coin, tendant la main vers la bouteille de vin elle-même. Gratuit. Évidemment. Ma mère a tendu la main et a touché la mienne. Sa peau était froide. Chloé, écoute-les. Ils ont des difficultés. Tu as été béni avec tant de choses. Dieu t'a donné ce succès pour que tu puisses nous élever. Si tu n'aides pas, cela prouve que tu as perdu ton âme. Cela prouve que tu ne te soucies pas de nous. Je me soucie de la vérité, ai-je dit. Et la vérité, c'est que l'histoire de Benoît a plus de trou qu'un filet de pêche. Vous voulez que j'efface une dette d'1/4 million d'euros sans voir un seul morceau de papier? Pourquoi as-tu besoin de papier quand tu as la parole de ton père, a beuglé mon père. Son visage devenait d'un rouge profond et dangereux. Il était resté silencieux pendant les questions techniques, probablement parce qu'il ne les comprenait pas, mais maintenant que la conversation était revenue à l'autorité, il était dans son élément. Parce que la parole de mon père n'a aucune valeur devant un tribunal, ai-je répondu calmement. Espèce d'insolente, a-t-il craché. Il a pointé un doigt épais vers moi à travers le centre de table. Tu penses que parce que tu as gagné de l'argent en ville, tu es le chef de cette table? Tu n'es rien. Tu es une enfant, une femme. L'air dans la pièce a semblé gelé. Henri, le chef, a cessé de bouger dans la kitchenette. Pardon, ai-je demandé doucement. Tu m'as entendu, a dit mon père, se penchant en avant, sa voix tombant à un grognement. C'est contre nature. Une femme ne devrait pas amasser des richesses comme un dragon pendant que les hommes de la famille tirent le diable par la queue. Les actifs devraient être entre les mains de l'homme de la famille. C'est l'ordre naturel des choses. Tu devrais transférer ce bateau et tes comptes à moi et à Benoît pour que nous les gérions. Nous saurions comment le faire fructifier correctement. Nous assurerions la sécurité de l'héritage familial. La voilà, la vérité nue et laide. Il ne s'agissait pas seulement de la dette. Il ne voulait pas seulement un sauvetage. Il voulait un coup d'État. Mon père ne supportait pas que la fille qu'il avait rejetée soit maintenant le titan financier qu'il avait toujours prétendu être. Il ne voulait pas mon aide. Il voulait ma soumission. Il voulait me dépouiller de mon pouvoir et le redistribuer aux propriétaires légitimes, les hommes. J'ai senti une rage froide se cristalliser dans ma poitrine, aussi tranchante et dure qu'un diamant, mais je ne l'ai pas laissé paraître sur mon visage. Dans une négociation, lorsque votre adversaire révèle sa faiblesse ultime, son ego, vous n'attaquez pas.
vous battez en retraite. Vous feignez la vulnérabilité. Vous le laissez penser qu'il a porté un coup. J'ai baissé les yeux. J'ai laissé mes épaules s'affaisser légèrement. J'ai pris ma serviette et j'ai tamponné ma bouche, cachant la tension de ma mâchoire. Est-ce vraiment ce que vous pensez, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Que je ne suis pas capable. Nous disons juste que tu as besoin de conseils, a dit ma mère, sa voix s'adoucissant maintenant qu'elle sentait la victoire. C'est un fardeau trop lourd pour une fille seule. Ton père veut juste te protéger du stress. Je vois, ai-je dit. J'ai pris une lente inspiration, la laissant frissonner en sortant. Peut-être que vous avez raison. Je me suis senti si seul ces 5 dernières années. Je voulais juste construire quelque chose dont vous seriez fiers. Mais peut-être que j'ai juste construit un mur. Exactement, a dit Benoît, se penchant en arrière dans sa chaise, un sourire suffisant se répandant sur son visage. Nous pouvons abattre ce mur, Chloé, ensemble. Signe juste pour la dette ce soir, et demain nous pourrons nous asseoir et tout restructurer. Mettre papa sur les comptes. Fais de moi un partenaire. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit en me levant. J'ai veillé à ce que mes mouvements soient lents, hésitants. J'ai besoin d'un moment pour digérer ça. C'est beaucoup demandé. Prends ton temps, a dit mon père magnanimement. Reprenant sa fourchette, il a regardé les coquilles Saint-Jacques avec un nouvel intérêt. La nourriture refroidit. Nous serons ici. Je serai dans mon bureau, ai-je dit. S'il vous plaît, profitez du vin. Je suis sorti de la salle à manger, gardant la tête baissée jusqu'à ce que je tourne le coin dans le couloir. Dès que j'ai été hors de leur vue, j'ai redressé la colonne vertébrale. L'hésitation a disparu. La vulnérabilité s'est évaporée. Je suis entré dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte silencieusement. Je me suis dirigé vers le bureau et j'ai affiché le flux de surveillance de la salle à manger sur mon moniteur principal. Il n'était pas solennel. Il ne priait pas. Il riait. Vanessa versait plus de vin, en renversant un peu sur la nappe. Benoît tapait dans la main de mon père. Ma mère regardait déjà l'argenterie, retournant une fourchette pour vérifier le poinçon, se demandant probablement si elle pouvait être mise en gage. Elle est en train de craquer, ai-je entendu Benoît dire à travers les microphones haute fidélité que j'avais installés. Tu as vu son visage? Elle est désespérée qu'on l'aime à nouveau. Elle signera, a dit mon père en mâchant bruyamment. Elle a toujours été faible. Elle a besoin d'être dirigée. Je les ai regardés pendant un long moment. Ils ressemblaient à des hyènes se régalant d'une carcasse qu'ils n'avaient même pas tuée. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de messagerie cryptée. J'ai tapé un message à Elias. Nouvelles instructions. Ce n'est pas seulement une dette. C'est une tentative de prise de contrôle hostile. Il vise une procuration ou un transfert d'actifs. Enquête sur Global Tech Venture de Benoît et découvre si mon père a des dettes de jeu ou des privilèges que j'ignore. Je veux le dossier complet. Option nucléaire. J'ai appuyé sur envoyer. À l'écran, mon père a levé un verre à la salle. À l'Empire du Bois, a-t-il porté un toast? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, la lumière bleue du moniteur se reflétant dans mes yeux. À l'audit, ai-je murmuré. La lumière bleue de mon moniteur était la seule illumination dans la pièce. À 2h14 du matin, l'email d'Elias est enfin arrivé dans ma boîte de réception. La ligne d'objet était sobre. Projet encre rouge. Urgent. J'ai ouvert la pièce jointe. Ce n'était pas un résumé. C'était une autopsie de la vie financière de mon frère. Elias avait été minutieux. La première page démantelait le mensonge que Benoît avait raconté au dîner. Il n'y avait pas de protocole de finance décentralisé. Il n'y avait pas d'algorithme. Il n'y avait pas d'arbitrage. L'opportunité d'investissement était une fabrication. Une histoire de couverture maladroite pour un vice beaucoup plus ancien et beaucoup plus laid. Benoît avait joué, non pas dans des casinos, où il y a des limites et des réglementations, mais sur des sites de paris sportifs offshore et des transactions d'options spéculatives à haut risque. Il perdait de l'argent depuis 18 mois. Mais ce n'était pas la crise. La crise, c'était la façon dont il avait essayé de combler le trou. J'ai fait défiler jusqu'à la section intitulée « Structure du passif ». La dette de 248 000 € n'était pas due à une banque.
Elle était due à une société de prêt privé appelée Financière de Bobigny, une officine basée dans un centre commercial en banlieue parisienne spécialisée dans les actifs en difficulté et les prêts relais à taux d'intérêt élevés. Le genre d'endroit où l'on va quand les banques vous ont déjà ri au nez. Le prêt était une structure de paiement in fine, à taux d'intérêt élevé, à court terme, avec une clause de défaut stricte déclenchant la saisie immédiate de la garantie. J'ai froncé les sourcils. Un prêteur comme la Financière de Bobigny ne donne pas $250 000 à un homme sans emploi avec un score de crédit très bas sans une garantie significative. Benoît ne possédait rien. Sa voiture était en leasing. Son appartement était loué. J'ai tourné la page vers l'accord de garantie. Mon sang s'est glacé. L'adresse indiquée comme garantie n'était pas l'appartement de Benoît. C'était le 1402, rue des Marronniers. La maison de mes parents. La maison où j'ai grandi. La maison que mon père prétendait être son château, son héritage, le seul bien qu'il avait remboursé après 30 ans de travail en usine. J'ai zoomé sur le bloc de signature au bas de l'acte de fiducie. Là, à l'encre noire, se trouvaient 3 signatures, Benoît Dubois, Thomas Dubois, Déborah Dubois. J'ai regardé les signatures pendant un long moment. La signature de mon père est distincte, une arabesque anguleuse et vive qu'il exécute avec une vitesse agressive. Celle de ma mère est ronde, bouclée, presque enfantine. Les signatures à l'écran semblaient correctes au premier abord, mais je suis une professionnelle. Je cherche les fissures dans les fondations. J'ai ouvert une deuxième fenêtre et j'ai sorti de vieilles cartes d'anniversaire et des documents fiscaux que j'avais sauvegardés il y a des années. Je les ai placés côte à côte avec le document de prêt. Le Thomas Dubois sur le document de prêt avait une marque d'hésitation en haut du T. L'encre était légèrement plus épaisse au début du D, comme si là maintenant le stylo avait fait une pause pour vérifier sa position. Il manquait la vélocité fluide d'une signature authentique. C'était un dessin d'une signature. J'ai regardé le nom de ma mère. La boucle du D était trop parfaite, trop régulière. Benoît n'avait pas seulement emprunté de l'argent. Il avait commis une fraude qualifiée. Il avait falsifié les signatures de nos parents pour hypothéquer leur maison à leur insu. Ils étaient assis dans mes cabines d'invités en ce moment, dormant pour dissiper le vin, complètement inconscients que leur enfant prodige avait déjà vendu le toit au-dessus de leur tête à un requin de banlieue. S'il faisait défaut, et il allait faire défaut aujourd'hui, la Financière de Bobigny ne poursuivrait pas seulement Benoît, elle saisirait la maison de mes parents. Il serait à la rue dans 30 jours. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le cuir craquant doucement. Cela changeait entièrement le champ de bataille. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une prise d'otage. J'ai continué à faire défiler. Le dossier sur Vanessa suivait. Si Benoît était un imbécile désespéré, Vanessa était une prédatrice calculatrice. Elias avait récupéré son empreinte numérique, y compris des messages supprimés d'une sauvegarde cloud dont elle ne connaissait probablement pas l'existence. Pendant que Benoît essayait frénétiquement de trouver de l'argent pour arrêter la saisie, Vanessa était occupée ailleurs. J'ai lu la transcription d'un fil de discussion SMS d'il y a 3 jours entre elle et un contact nommé Stéphane Légal. Vanessa, si les fonds arrivent sur le compte joint, à quelle vitesse pouvons-nous les déplacer vers la SARL de holding séparée? Stéphane, 24 heures, mais si c'est un cadeau ou un héritage, c'est plus propre. Vanessa, sa sœur va payer. Elle a les poches profondes. Une fois que le virement est passé, je veux demander la séparation immédiatement. Je ne vais pas couler avec ce navire, Stéphane. Assure-toi juste que l'argent n'est pas désigné directement pour la dette. Fais-le envoyer comme un transfert personnel. J'ai senti un rire sec et sans humour monter dans ma gorge. Elle le manipulait. Benoît essayait de m'escroquer pour se sauver. Et sa femme prévoyait de l'escroquer dès que l'argent toucherait le compte. Elle allait le laisser aller en prison pour fraude pendant qu'elle partirait avec la moitié de mon argent. C'était presque impressionnant. C'était une poupée russe de trahison. Je ne me sentais pas triste. Je ne sentais pas la piqûre de la déception familiale. Ses nerfs avaient été sectionnés il y a 5 ans. Ce que je sentais, c'était la clarté d'un chirurgien tenant un scalpel. J'avais le diagnostic. Maintenant, je devais couper. J'ai pris mon téléphone sécurisé. Il était presque 3 heures du matin. Mais mon avocat, Sylvain, était sous contrat pour un montant que la plupart des gens ne gagnaient pas en une décennie. Il a répondu à la 2e sonnerie. Chloé,
a dit Sylvain, sa voix nette et éveillée. Tu appelles tard. La marina est en feu? Pas encore, ai-je dit. J'ai besoin que tu exécutes un accord d'achat immédiatement. Nomme la cible. Financière de Bobigny. Ils détiennent une créance en difficulté sur une propriété au 1402, rue des Marronniers. L'emprunteur est Benoît Dubois. Les co-signataires sont Thomas et Déborah Dubois. Tu veux rembourser la créance, a demandé Sylvain. Non, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Je ne veux pas la rembourser. Je ne veux pas éteindre la dette. Je veux acheter la dette. Je veux devenir le détenteur de la créance. Sylvain a fait une pause. Il a compris immédiatement. Tu veux te mettre à la place du prêteur. Tu veux les droits sur la garantie. Exactement, ai-je dit. Je veux la cession complète de l'hypothèque. Je veux le billet à ordre endossé à mon nom. Je veux le pouvoir de saisir. Et je veux que ce soit fait avant l'ouverture des marchés à 9 heures. La financière de Bobigny sera heureuse de vendre, a raisonné Sylvain. Si le prêt est toxique et dû aujourd'hui, ils prendront 80 centimes pour 1 euro pour éviter les tracas juridiques de la saisie. Je peux faire signer les documents électroniques par leur service de nuit dans l'heure. Mais Chloé, si tu achètes cette créance, tu tiens effectivement la hache au-dessus du cou de tes parents. Je sais, ai-je dit. Prépare l'accord de cession et prépare un deuxième document. Une reconnaissance de dette exécutoire. Pour qui? Pour Benoît, ai-je dit. S'il veut que je règle ça, il va signer une reconnaissance de dette admettant la falsification et la fraude. Je la veux notariée. Je la veux blindée. S'il essaie un jour de contester la dette, je veux que cette reconnaissance de dette soit automatiquement déposée auprès du procureur de la République. C'est agressif, a dit Sylvain. C'est l'option nucléaire. Ils sont venus chez moi pour me voler, Sylvain, ai-je dit en fixant l'image figée de ma famille sur le moniteur. Ils n'ont juste pas utilisé d'armes. Ils ont utilisé la culpabilité. Prépare les papiers. Envoie un notaire mobile à la marina à 7 heures. Ce sera fait, a dit Sylvain. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. La marina était calme. L'eau était noire et immobile, reflétant les quelques lumières du port. Mes parents dormaient dans des draps en coton égyptien, rêvant du chèque que je leur ferais le matin. Ils pensaient que demain serait une célébration. Ils pensaient avoir réussi à faire culpabiliser la fille égarée pour la ramener au bercail. Ils n'avaient aucune idée que lorsque le soleil se lèverait, ils ne prendraient pas le petit déjeuner avec leur fille. Ils auraient une réunion avec leur nouveau créancier. J'ai regardé la première lueur grise toucher l'horizon. Bienvenue à la restructuration, ai-je murmuré à la vitre. À cette heure précise, j'ai appuyé sur le bouton du panneau de contrôle mural qui commandait le système audio intégré du yacht. Je n'ai pas choisi une douce mélodie acoustique pour les réveiller. J'ai choisi la chevauchée des Valkyries de Wagner, et j'ai réglé le volume à un niveau habituellement réservé aux inspections de boîtes de nuit. Le son a éclaté à travers les haut-parleurs des cabines d'invités sous le pont. C'était un assaut tonitruant et cuivré conçu pour briser le sommeil et le remplacer par une adrénaline immédiate. Je me tenais sur le pont arrière, sirotant un double expresso, regardant le soleil brûler la brume sur l'eau. J'étais déjà habillé d'un tailleur blanc impeccable. Mes cheveux tirés en un chignon serré et sévère. J'ai entendu le bruit sourd des pieds dans les escaliers. Mon frère Benoît est sorti en premier, chancelant, vêtu seulement d'un caleçon et avec un air de panique pure. Sa femme Vanessa a suivi, s'enveloppant dans un peignoir en soie, les yeux gonflés et confus. Mes parents sont apparus un instant plus tard, mon père se tenant la poitrine comme si la musique était un coup physique. « Qu'est-ce qui se passe » a hurlé ma mère par-dessus le crescendo des corps. « Y a-t-il une urgence ?» J'ai tapoté la tablette sur la table et la musique s'est coupée instantanément. Le silence qui a suivi était lourd et assourdissant. « Bonjour » ai-je dit, ma voix tranchant le silence comme un rasoir. Le petit déjeuner est servi. J'ai fait un geste vers la table. Elle était dressée avec une précision militaire. Des fruits frais, des viennoiseries, du café et du jus étaient disposés au centre. Mais à chaque place, il n'y avait pas de couvert. À la place, il y avait une épaisse liasse de documents juridiques reliés par de lourdes pinces. Debout à côté de la table, il n'y avait pas le chef,
mais un grand homme aux cheveux gris dans un costume sombre. « Voici Monsieur Vance, » ai-je dit, présentant le notaire mobile que j'avais fait venir de la ville. « Il est ici pour témoigner des signatures. Veuillez vous asseoir. »« Chloé, qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé mon père, sa voix pâteuse mais teintée d'irritation. « Tu m'as presque fait faire une crise cardiaque. On ne peut pas juste prendre un café ? » « Nous n'avons pas le temps pour le café, » ai-je dit en restant debout. « Vous m'avez dit hier soir que la date limite est ce matin. Vous avez dit que les auditeurs ou qui que ce soit dont vous avez peur viennent aujourd'hui. Si vous voulez mon aide, nous avançons selon mon calendrier et mon calendrier commence maintenant. » Ils ont échangé des regards. La mention de la date limite les a réveillés plus vite que la caféine ne l'aurait fait. La peur est revenue dans les yeux de Benoît. Il a tiré une chaise et s'est assis, ses mains tremblant alors qu'il attrapait un verre d'eau. « Alors, tu vas le faire ?» a demandé Vanessa, sa voix tombant à un murmure avide. « Tu vas payer la dette. »« Je vais régler le problème », ai-je corrigé. « Mais nous allons le faire correctement. Je dirige une société financière, Vanessa. Je ne distribue pas de sacs de billets. Tout est documenté. Tout est légal. Tout est transparent. » Je me suis dirigé vers le bout de la table. J'ai passé les dernières heures à restructurer le portefeuille familial pour que cela fonctionne. Je ne vais pas prêter l'argent à Benoît. Il n'a aucun revenu, aucun actif et aucune solvabilité. Lui prêter de l'argent, c'est jeter de l'argent dans un four. Benoît a sursauté, mais il n'a pas protesté. Il savait que c'était vrai. Au lieu de cela, ai-je continué, je vais acheter un actif. Je propose d'acheter la maison au 1402, rue des Marronniers à maman et papa. Mon père s'est redressé. Vendre la maison ? Mais c'est notre foyer. C'est mon héritage. C'est une maison, ai-je dit platement. Et en ce moment, c'est la seule chose de valeur que vous ayez à mettre en jeu. Mais parce que je suis votre fille, je ne vais pas payer la valeur du marché. La valeur du marché est peut-être de 900 000 € un bon jour. J'ai marqué une pause pour les faits. J'ai regardé leurs yeux. Je propose de l'acheter pour 1 500 000 €, ai-je dit. Le chiffre est resté en suspens. J'ai vu le calcul se faire en temps réel. La bouche de mon père s'est légèrement ouverte. Ma mère a haleté. La cupidité est un anesthésiant puissant. Elle engourdit les signaux d'alarme dans le cerveau. Il ne se demandait pas pourquoi je surpayerais de 60%. Il pensait au profit. Il pensait au droit de se vanter. 1,5 million, a répété mon père, sa voix perdant de sa rudesse. Eh bien, c'est une évaluation très généreuse. Elle reflète la valeur sentimentale de la propriété. Certainement, c'est un sauvetage déguisé en vente, ai-je dit. Le produit de la vente sera utilisé pour effacer immédiatement la dette de Benoît. Le reste vous appartiendra. Vous pourrez continuer à y vivre en tant que locataire avec un bail à vie pour 1 € par an. Rien ne change dans votre vie quotidienne. Vous ne faites que liquider votre capital. Oh, Chloé, a dit ma mère. Les larmes lui montaient aux yeux, des larmes de soulagement, des larmes d'avarice. Je savais que tu nous aimais encore. Je savais que tu répondrais présente. Il y a une condition, ai-je dit. J'ai montré la plus petite liasse de papier devant Benoît. Puisque j'interviens pour sauver Benoît d'une ruine immédiate, et vous sauver tous de l'humiliation de son échec, le sol du patrimoine familial doit être préservé. Si j'achète la maison, l'argent sert à le sauver maintenant. Cela signifie qu'il reçoit son héritage aujourd'hui. Il ne le recevra pas plus tard. J'ai regardé mon frère. Le document devant toi est une renonciation complète à l'héritage et une renonciation à tout actif familial futur. Tu signes ça et je vire les fonds pour couvrir ta dette. Tu t'en sors indemne, mais tu t'en sors avec rien d'autre. La maison, les économies, l'avenir. Tout reste avec moi pour assurer que maman et papa soient pris en charge. Benoît a fixé le papier. Il a regardé Vanessa. Vanessa se mordait la lèvre. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle ne se souciait pas de l'héritage futur de Benoît. Elle se souciait des 248 000 € nécessaires pour le garder hors de prison aujourd'hui. Et elle se souciait de l'argent excédentaire que mes parents auraient ostensiblement de la vente. Elle s'est dit qu'elle pourrait charmer le vieux couple pour obtenir l'excédent plus tard. Signe, Benoît,
a sifflé Vanessa. On n'a pas le choix. Les gars arrivent à midi. Mais tout, a demandé faiblement Benoît. Tu reçois 250 000 d'euros pour nettoyer ton gâchis, ai-je dit froidement. Accepte l'offre, Benoît. C'est la seule sur la table. Mon père a pris un stylo. Il n'a même pas lu le contrat de vente. Il était trop concentré sur le chiffre de 1,5 million. Il a signé son nom avec une fioriture, son ego gonflant à l'idée que sa maison valait une fortune. Ma mère a suivi, signant rapidement, me souriant comme si nous partagions un secret. Il n'avait aucune idée que je possédais déjà la dette sur la maison. Il n'avait aucune idée qu'en me vendant la maison, il fusionnait légalement le titre de propriété avec l'hypothèque que je détenais, me donnant un contrôle absolu et incontesté pour tout déduire. Il me remettait les clés de leur propre exécution. Benoît a pris le stylo. Il a hésité une seconde, sa main planant au-dessus de la renonciation. Fais-le, a commandé mon père. Ta sœur est généreuse. Ne sois pas ingrat. Benoît a signé. Monsieur Vance s'est avancé silencieusement, apposant son sceau sur chaque document, vérifiant les identités, refermant le piège hermétiquement. Il a rassemblé les papiers et les a placés dans un dossier en cuir. Merci, a dit doucement Monsieur Vance. La transaction est enregistrée. Quand l'argent arrive, a demandé Vanessa brusquement. Nous devons faire un virement avant 10 heures. J'initie le virement maintenant, ai-je dit en sortant mon téléphone. C'est un virement interne puisque ma banque est la même que celle du compte de règlement. Il sera compensé dans 30 minutes. J'ai vu Vanessa se pencher vers Benoît. Elle pensait que j'étais distraite par mon téléphone. Elle a baissé la voix, mais elle ne connaissait pas l'acoustique du pont arrière, et elle ne savait certainement pas que j'écoutais avec chaque fibre de mon être. Ne t'inquiète pas pour la renonciation, a-t-elle chuchoté à l'oreille de Benoît. Une fois que l'argent sera sur notre compte et que la dette sera payée, nous trouverons un avocat. Nous dirons que tu as signé sous la contrainte. Nous dirons qu'elle t'a forcé. Nous récupérons tout. Laisse juste le chèque passer d'abord. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas levé la tête. J'ai juste tapé sur l'écran de mon téléphone. Envoyant un dernier message de confirmation à Sylvain. Document sécurisé. Exécuter la phase 2. J'ai levé les yeux vers eux. Mon visage était un masque de marbre calme et poli. Bien, ai-je dit en glissant mon téléphone dans ma poche. C'est assez. Assez quoi, a demandé ma mère, attrapant une viennoiserie maintenant que la tension était retombée. Assez de mensonges, me suis-je dit, bien qu'il ne m'ait pas entendu. Assez pour que nous puissions avancer, ai-je dit à voix haute. Monsieur Vance, veuillez préparer le calendrier de décaissement. Je crois que nous avons quelques déductions à discuter. Déduction, a demandé mon père, un morceau de melon à mi-chemin de sa bouche. Quelle déduction? J'ai souri. C'était le sourire d'un loup qui vient de voir la porte de l'enclos des moutons se refermer. Pratique commerciale standard, père, ai-je dit. Regardons les chiffres, monsieur Vance. Le notaire a fermé son portefeuille en cuir avec un léger claquement final qui a résonné dans le silence soudain du pont arrière. Ma famille était assise autour de la table, les yeux rivés sur leur téléphone, attendant la vibration qui signalerait l'arrivée de 1,5 million d'euros sur leur compte joint. Ils ressemblaient à des chiens affamés attendant qu'un boucher leur jette un os. Le virement a été initié, ai-je dit, ma voix dénuée de toute chaleur. J'ai tapoté la tablette devant moi, et le grand écran de 60 pouces monté sur la cloison a pris vie. Il affichait une feuille de calcul, nette et austère sur un fond blanc. Cependant, avant que les fonds nets ne soient libérés, nous devons examiner le décompte de règlement. Conformément au contrat que vous venez de signer, toutes les dettes en cours rattachées à la propriété et aux bénéficiaires doivent être apurées avant le décaissement. Décompte de règlement, a demandé mon père, le front plissé. Il avait un morceau de croissant collé à la lèvre. De quoi parles-tu, Chloé? Tu as acheté la maison. Tu envoies l'argent. C'est l'accord. Ne complique pas les choses avec ton jargon d'entreprise. Je ne complique rien, ai-je répondu, me levant et marchant vers l'écran. Je l'exécute. Et puisque nous discutons de la vente de la maison au 1402, rue des Marronniers, nous devons aborder les privilèges attachés à ce titre. Il n'y a pas de privilèges, a aboyé mon père, frappant la table de sa main.
J'ai remboursé cette hypothèque en 1998. J'ai la lettre de la banque encadrée dans le bureau. Cette maison est libre de toute dette. Elle était libre de toute dette, les jeux corrigés. Jusqu'à il y a 18 mois. J'ai fait glisser l'écran. La feuille de calcul a disparu. Remplacée par une image numérisée d'un acte de fiducie. C'était le document qu'Elias avait trouvé, celui avec les signatures falsifiées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère a plissé les yeux vers l'écran. C'est une deuxième hypothèque, ai-je dit. Prise sur la valeur de votre maison. Le montant principal est de 248 000 €. L'emprunteur est inscrit comme étant Benoît Dubois. Les co-signataires sont Thomas et Déborah Dubois. Le silence qui a suivi était différent de celui d'avant. Ce n'était pas le silence de l'anticipation. C'était le silence d'un vide aspirant l'oxygène de la pièce. Mon père a tourné la tête lentement, mécaniquement, pour regarder son fils. Benoît était devenu pâle. Sa peau avait la couleur de la vieille cendre. Il s'est enfoncé dans sa chaise, refusant de croiser le regard de quiconque. Benoît, a murmuré mon père. C'était un son de pure incrédulité. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai réparé, a balbutié Benoît, sa voix se brisant. Chloé est en train de le réparer. C'est à ça que sert l'argent, papa. Pour rembourser ça. Tout va bien. Je ne le rembourse pas, ai-je interjeté brusquement. J'ai appuyé sur un autre bouton de ma tablette. L'écran a de nouveau changé. Cette fois, ce n'était pas un document. C'était un flux vidéo en direct. Le visage à l'écran était familier à Benoît. C'était un homme assis dans un bureau faiblement éclairé avec des lambris en bois et un marlin trophée sur le mur. Il portait une chaîne en or par-dessus un col roulé noir. C'était le chargé de prêt de la financière de Bobigny. Benoît a émis un son semblable à un chat étranglé. Il a reculé en se débattant, sa chaise crissant contre le pont en teck. Non. Pourquoi est-il là? Tu as dit que tu t'en occuperais. L'homme à l'écran a levé les yeux et a hoché la tête. Madame Dubois. Le virement a été reçu. La transaction est terminée. Merci, monsieur Russo, ai-je dit à l'écran, veuillez confirmer pour le procès-verbal ce qui a été acheté. La financière de Bobigny a cédé le billet à ordre et l'acte de fiducie pour la propriété au 1402, rue des Marronniers au groupe de restructuration Lefebvre avec effet immédiat, a récité monsieur Russo d'un ton monocorde et ennuyé. Nous avons transféré tous les droits de recouvrement et de saisie aux nouveaux détenteurs de la créance. Nous sommes hors du coup. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. L'écran est devenu noir. Je me suis retourné vers ma famille. Ils avaient l'air comme si je venais de faire exploser une bombe au centre du plateau de fruits. Toi, a soufflé Vanessa, ses yeux allant de moi à son mari. Tu n'as pas payé la dette. Correct, ai-je dit, m'appuyant contre la cloison et croisant les bras. J'ai acheté la dette. Je n'ai pas donné 248 000 € à la financière de Bobigny pour libérer Benoît. Je leur ai donné l'argent pour acheter le droit de vous posséder. J'ai regardé directement mon frère. Tu ne dois plus rien au requin de Bobigny, Benoît. Tu me dois de l'argent. Je suis ton créancier maintenant. Et contrairement à eux, je sais exactement où tu vis. Je sais exactement ce que tu vaux, c'est-à-dire rien. Mais tu es ma sœur, a gémi Benoît. Il a essayé de sourire, une expression maladive et tremblante qui le rendait pathétique. Tu ne nous saisirais pas. Tu ne ferais pas de mal à ta propre famille. Tu me donnes juste une leçon, n'est-ce pas? C'est juste pour me faire peur. Je suis retourné à la table et j'ai ramassé la liasse de documents frais que monsieur Vance avait notariés, la renonciation à l'héritage, l'accord de vente de la maison. Ce n'est pas une leçon, ai-je dit, ma voix tombant à un registre calme, professionnel et absolument terrifiant. C'est une liquidation. Tu as falsifié les signatures de maman et papa, Benoît. C'est un crime. Dans la plupart des cas, cela te vaut 5 à 10 ans de prison. La seule raison pour laquelle la police ne monte pas cette passerelle en ce moment, c'est parce que je détiens la créance. Je possède la preuve de ton crime. Ma mère a laissé échapper un sanglot, serrant sa serviette contre sa bouche. Ma maison, a-t-elle gémi. Thomas, elle possède la maison. Elle possède la dette. Nous pourrions tout perdre. Chloé. Mon père s'est levé,
le visage violet de rage. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu nous as piégés. Tu nous as laissé signer ces papiers en pensant que nous allions toucher le jackpot. C'est un guet-apens. C'est de la fraude. C'est un contrat exécutoire, ai-je répondu sans broncher. Vous avez signé un accord de vente pour 1,5 million d'euros, mais vous avez oublié de demander les déductions. Vous voyez, quand on vend une propriété, il faut d'abord rembourser les hypothèques existantes. Donc, je déduis les 248 000 euros plus les intérêts que Benoît a volés. Ça laisse quand même plus d'1 million, a crié Vanessa, se levant et claquant ses mains sur la table. Tu as dit 1,5 million. Donne-nous le reste. On va te poursuivre. Je vais prendre le meilleur avocat de Nice, et on te poursuivra pour chaque centime que tu as. Je l'ai regardée avec une pitié sincère. Elle était si dépassée qu'elle ne réalisait même pas qu'elle se noyait. Tu ne peux pas me poursuivre, Vanessa, ai-je dit doucement. Regarde la page 14, paragraphe 3 du document que tu viens d'encourager ton mari à signer. J'ai pris le document et j'ai lu à voix haute, ma voix claire et précise. Les parties sous-signées conviennent que tout litige découlant de cette transaction sera réglé par un arbitrage contraignant dans une juridiction choisie par l'acheteur. De plus, les vendeurs reconnaissent que toutes les dettes existantes dues à l'acheteur par un membre de la famille immédiate du vendeur seront déduites du produit net de la vente à un taux de 100% plus une prime de risque punitive. J'ai laissé tomber le papier sur la table. Vous ne l'avez pas lu, ai-je dit. Vous étiez trop occupé à compter de l'argent qui n'était pas le vôtre. Monstre, a sifflé mon père. Monstre ingrat et au cœur de pierre. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri et tu nous traites comme des employés. Non, père, ai-je dit. Les employés sont payés. Vous êtes des passifs et je suis en train d'équilibrer les comptes. J'ai fait signe à monsieur Vance. Il m'a tendu une dernière feuille de papier. C'était le calendrier de décaissement, le chèque que j'allais réellement leur faire. Maintenant, ai-je dit en tenant le papier. Parlons du chiffre final. Après déduction de l'hypothèque volée, des intérêts courus, des frais juridiques pour l'acquisition de la créance, du coût de la restructuration d'urgence et de la prime de risque pour la nature frauduleuse de la garantie. Le produit net de la vente de votre maison n'est pas de 1,5 million d'euros. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il soit presque insupportable. Le bruit des vagues clapotant contre la coque était la seule chose audible dans l'air lourd et humide. En fait, ai-je dit, après avoir déduit le prêt personnel que je suis maintenant obligé d'émettre pour combler l'écart entre la valeur réelle de la maison et le prix gonflé que j'ai offert, le chiffre est tout à fait différent. J'ai placé le papier au centre de la table. Ils se sont tous penchés. Ils ont fixé le chiffre en bas de la ligne. Ce n'était pas un chèque d'1 million d'euros. Ce n'était même pas un chèque de 100 000 euros. Mon père a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés de choc, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Ça, a-t-il murmuré. Ça doit être une blague. Je ne fais pas de blague, ai-je dit. Je conclus des affaires. Le morceau de papier posé au centre de la table du petit déjeuner n'était pas un chèque. C'était un décompte de règlements détaillés et ventilés, du genre utilisé dans les fusions d'entreprises complexes. Mon père a fixé la ligne du bas, son visage perdant sa couleur jusqu'à ressembler à du vieux parchemin. 0, a-t-il murmuré, sa voix tremblant d'un mélange de confusion et de fureur montante. Il est écrit 0. En fait, ai-je corrigé, me penchant pour tapoter une ligne spécifique avec mon ongle manucuré. C'est 412 euros. Techniquement, vous me devez les frais de virement, mais je suis prête à y renoncer en guise de bonne volonté. C'est impossible, a hurlé Vanessa, arrachant le papier de la table. Ses yeux ont scanné le document frénétiquement, cherchant l'erreur, les millions manquants. Tu as dit que la maison valait 1,5 million. Où est l'argent? Reprenons le calcul, ai-je dit. Mon ton est frais et détaché, comme si j'expliquais une perte trimestrielle à un conseil d'administration. J'ai montré la première section. Ligne 1, prix d'achat, 1 500 000 euros, une évaluation généreuse comme nous l'avons convenu. J'ai déplacé mon doigt vers le bas. Ligne 2, remboursement du privilège existant à la financière de Bobigny, c'est 248 000 euros de principal plus 12 000 euros d'intérêts courus et de frais de retard. Ça vient en premier. Alors tu dis qu'il reste encore plus d'1 million, a crié Benoît, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches.
Ligne 3, ai-je continué en l'ignorant? Frais juridiques pour l'acquisition d'urgence de la créance en difficulté. Mes avocats ne travaillent pas gratuitement, Benoît. Ni les enquêteurs que j'ai dû engager à 2 heures du matin pour découvrir ta fraude. Ça fait 45 000 euros. 45 000 euros, a haleté ma mère. Pour quelques coups de fil? Pour sauver votre fils d'une inculpation fédérale, ai-je répondu sèchement. Ligne 4, prime de risque pour l'assurance titre sur transfert frauduleux. Comme l'acte précédent a été falsifié, la compagnie d'assurance titre, qui est une filiale de mon entreprise, exige une prime de risque de 3 cents pour assurer le transfert. Ça fait 750 000 euros. C'est du vol, a rugi mon père, frappant du poing la table en tech. Tu nous factures une assurance sur notre propre maison. Je vous facture le fait que votre fils a commis un crime sur les papiers, ai-je dit. Si j'essaie de vendre cette maison plus tard et que la fraude est découverte, je suis responsable. Je prends en compte ce risque. Vous avez signé l'accord acceptant tous les frais de clôture standard et non standard. C'est juste là, au paragraphe 12. Je n'ai pas arrêté. Ligne 5, prépaiement du bail à vie. Vous vouliez rester dans la maison, n'est-ce pas? Un bail à vie pour 2 personnes dans ce quartier, calculé actuariellement pour encore 20 ans, est évalué à 450 000 euros. J'ai déduit cela d'avance pour garantir votre location. Tu nous fais payer un loyer pour vivre dans notre propre maison, a pleuré ma mère, ses larmes coulant librement maintenant. Chloé, comment as-tu pu? Je sécurise votre logement, ai-je dit. Si je ne le déduisais pas maintenant, vous devriez me payer mensuellement. Et compte tenu des antécédents de Benoît avec l'argent, je ne vous fais pas confiance pour payer le loyer. De cette façon, vous êtes en sécurité. Vous avez un toit au-dessus de vos têtes. Vous n'avez juste pas l'argent. J'ai montré la somme finale. Total des déductions, 1 500 412 euros. Produit net au vendeur, 0. Le silence qui a suivi était absolu. Le vent a soufflé sur le pont, faisant volter les bords du décompte de règlement. Tu nous as piégés, a balbutié Benoît. Il avait l'air d'avoir la nausée. Tu nous as laissé croire que nous allions être riches. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire, ai-je dit. Je vous ai dit que je réglais le problème. Le problème était la dette. La dette a disparu. Le problème était la saisie potentielle. La maison est en sécurité. Le problème était votre manque de liquidité. J'ai retiré l'actif que vous utilisiez pour vous enfoncer davantage. Tu es sans dette, Benoît. Tu devrais me remercier. Ce n'est pas juste, a crié Benoît. Le son était brut. Une plainte enfantine d'un homme adulte. Ce n'est pas juste. Tu as tout. Tu as ce bateau. Tu as l'argent. Tu as le pouvoir. Tu aurais pu simplement faire le chèque. Pourquoi dois-tu nous ruiner? Juste, ai-je demandé, ma voix basse et dangereuse. Tu veux parler de justice? La justice, ce n'est pas de ne pas appeler ta fille pendant 5 ans. La justice, c'est de manquer chaque anniversaire, chaque fête, chaque promotion. La justice, c'est de m'effacer de ta vie jusqu'à ce que tu aies besoin d'une banque. J'ai fait un pas vers lui. Est-ce juste que tu aies volé la maison de maman et papa? Est-ce juste que tu aies falsifié leur nom? Est-ce juste que tu sois venu ici, chez moi, pour me mentir en face et essayer de m'escroquer d'1/4 de million d'euros? Tu as raison, Benoît. Ce n'est pas juste. C'est du business. Et en business, on paie pour ses erreurs. Ce n'est pas du business, a beuglé mon père en se levant pour m'affronter. Il a essayé de convoquer la vieille autorité, la présence terrifiante qui me faisait autrefois trembler quand j'étais enfant. C'est la famille. Nous sommes ton sang. La Bible dit. Ne me cite pas la Bible, les yeux coupés, ma voix claquant comme un fouet. La Bible n'a pas signé ce contrat. Toi, si. Et ne me parle pas de sang. Le sang, c'est pourquoi je n'ai pas appelé la police. Le sang, c'est pourquoi tu es sur un yacht au lieu d'être dans une cellule de prison. C'est la seule pitié que tu obtiendras. Ma mère sanglotait dans ses mains, se balançant d'avant en arrière. Nous n'avons rien, gémit-elle. Nous n'avons absolument rien. Nous sommes sans le sou. Vous avez une maison, lui ai-je rappelé. Vous avez votre retraite. Vous avez votre voiture.
Vous n'avez juste pas le pactole sur lequel vous comptiez pour financer votre vanité. Vanessa, qui avait fixé le papier sous le choc, a soudainement levé la tête. Ses yeux étaient durs, et la panique avait été remplacée par un instinct de survie froid. Elle s'est tournée vers Benoît. Idiot, a-t-elle sifflé. Tu m'as dit qu'elle paierait. Tu m'as dit qu'elle était tendre. Tu as dit qu'elle était désespérée de l'approbation de papa. Je le pensais, a plaidé Benoît. Tu as signé la renonciation, a crié Vanessa en le poussant à l'épaule. Tu as renoncé à ton héritage. Tu as tout renoncé pour rien. Espèce de perdant inutile et incompétent. J'aurais dû te quitter il y a 6 mois. Vanessa, s'il te plaît, a supplié Benoît en attrapant son bras. Ne me touche pas, a-t-elle reculé. Elle s'est tournée vers moi, son visage se transformant instantanément en un masque de supplication. Chloé, écoute. Je ne savais pas. Je ne savais pas pour la falsification. Je ne savais pas que la dette était si grave. Il m'a menti à moi aussi. Tu dois me croire. Tout est de sa faute. Ne pouvons-nous pas? Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? Je suis une victime ici aussi. Je l'ai regardé avec un pur dégoût. Tu n'es pas une victime, Vanessa. Tu es une complice. J'ai vu les SMS. Je sais que tu prévoyais de divorcer de lui dès que l'argent toucherait le compte. Tu es juste en colère que la voiture de fuite ait un pneu crevé. C'est un mensonge, a-t-elle hurlé, mais son visage est devenu rouge. Benoît a regardé sa femme, la réalisation se faisant jour en lui. Tu allais me quitter? Bien sûr que oui, a-t-elle craché. Regarde-toi. Tu es un échec. Le visage de Benoît s'est crispé. L'humiliation, la perte de l'argent, la trahison de sa femme, la domination de sa sœur. Tout a fusionné en une rage aveuglante. Il a poussé un rugissement guttural et s'est jeté sur moi par-dessus la table. Je vais te tuer, a-t-il crié en tendant la main vers ma gorge. Sorcière, rends-moi mon argent. Il n'a jamais réussi. Avant même qu'il ne puisse dépasser le centre de table, 2 grandes mains se sont refermées sur ses épaules. Le chef de la sécurité, qui se tenait silencieusement près de l'escalier, a projeté Benoît sur sa chaise avec assez de force pour faire cliqueter l'argenterie. Asseyez-vous, a grogné le garde, gardant une main lourde sur la poitrine de Benoît. Benoît a lutté une seconde, puis s'est affaissé, s'effondrant en sanglots haletants. Mon père a regardé le garde, puis moi, réalisant pour la première fois à quel point ils étaient en danger physique. Ils n'étaient pas en contrôle. Ils étaient des invités sur une forteresse. Je n'ai pas bronché. Je n'avais pas bougé d'un muscle quand il s'est jeté sur moi. Je l'ai juste regardé, calme et impassible. Donnez-lui un verre d'eau, ai-je dit au garde. Nous n'avons pas terminé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, a demandé mon père, sa voix vaincue. Vide. Tu as pris la maison. Tu as pris l'héritage. Tu nous as humiliés. Que veux-tu de plus, Chloé? Du sang? Je ne veux pas de sang, ai-je dit en lissant le revers de mon blazer. Je veux de la clarté. Vous voyez, l'argent était la partie facile. Le calcul est simple. Mais il y a une dernière chose dont nous devons discuter. Un dernier mensonge qui doit être corrigé. Je me suis dirigé vers le buffet et j'ai pris une petite télécommande. Vous êtes venus ici en prétendant que je vous manquais, ai-je dit en me retournant vers eux. Vous avez prétendu que le silence des 5 dernières années n'était qu'un éloignement. Vous avez prétendu m'aimer. J'ai pointé la télécommande vers l'écran. Voyons si c'est vrai, ai-je dit. Parce que pendant que mes enquêteurs se penchaient sur vos finances, ils ont trouvé autre chose. Quelque chose que vous pensiez probablement supprimer pour toujours. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran a clignoté. Ça, ai-je dit, c'est le décompte final. Le fichier audio que j'ai sélectionné était court, clair et dévastateur. C'était une note vocale que Vanessa avait envoyée à sa sœur il y a à peine 20 minutes. Enregistrée alors qu'elle était censée être dans la salle de bain pour se remaquiller. Les haut-parleurs de la cloison ont grésillé puis la voix de Vanessa a rempli l'air du pont, forte et sans équivoque. Ma belle, je tremble. L'idiot va vraiment signer la renonciation. Il pense que sa sœur le tire d'affaire. Mais dès que l'argent arrive sur le compte joint, je le déplace vers la société écran offshore dont on a parlé.
J'ai le virement en attente sur mon téléphone. Je vais déposer les papiers demain et le laisser avec la dette. J'ai hâte de voir sa tête quand il réalisera qu'il est fauché et célibataire dans la même semaine. L'enregistrement s'est terminé par un clic sec. Pendant 3 secondes, le seul son était le vent faisant claquer le drapeau à la poupe. Benoît s'est tourné lentement vers sa femme. Son visage n'était plus rouge de colère. Il était flasque, vidé de tout son sang. Il ressemblait à un homme qui avait reçu une balle dans le ventre et réalisait à peine qu'il saignait. « Vanessa » a-t-il murmuré. Vanessa s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. « C'est faux » a-t-elle crié en pointant un doigt tremblant vers l'écran. « C'est de l'IA. On peut tout faire avec les ordinateurs maintenant. Elle essaie de me piéger parce qu'elle me déteste. Benoît, mon chéri, tu sais que je ne ferai pas ça. C'est un deepfake. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement tapoté à nouveau la tablette. L'écran a changé pour un journal de métadonnées. Ce fichier a été créé à 6h42 ce matin, ai-je dit, ma voix clinique. La balise de géolocalisation est juste ici. Obsidienne, cabine d'invité 2, salle de bain tribord. À moins qu'une intelligence artificielle ne se soit introduite dans votre salle de bain et n'ait enregistré cela pendant que vous vous brossiez les dents. C'est toi, Vanessa. J'ai fait glisser l'écran à nouveau. Et voici la capture d'écran du virement que vous avez en attente sur votre téléphone. 200 000 € vers un compte aux îles Caïmans au nom de TC Holdings. TC, Tiffany Chapman. Oups, Vanessa Dubois. Tu n'as même pas été créative avec l'acronyme. Benoît a fait un bruit qui était à mi-chemin entre un sanglot et un rire. C'était un bruit horrible et brisé. Tu m'as appelé un idiot, dit-il en la fixant. Dans l'enregistrement, tu m'as appelé un idiot. Parce que tu en es un, a explosé Vanessa, abandonnant complètement la comédie, son visage tordu en un rictus. Regarde-toi. Tu es un homme de 30 ans qui a encore besoin de papa et maman pour co-signer ses prêts. Tu n'as jamais gagné un centime par toi-même. Je suis resté 5 ans à attendre le gros lot que tu as promis. Et tout ce que j'ai eu, c'est des dettes et une BMW en leasing. J'ai mérité cet argent. J'ai dû te supporter. Tu l'as supporté, a haleté ma mère, serrant son collier de perles. Après que nous t'ayons accueilli, après t'avoir traité comme une fille. Vous m'avez traité comme une poulinière dont vous espériez qu'elle vous donnerait des petits-enfants, a craché Vanessa. Et vous êtes aussi fauché que lui maintenant. J'en ai fini. Je pars. Elle s'est retournée pour prendre son sac à main, mais je me suis raclé la gorge. C'était un son doux, mais il l'a arrêté net. Tu pars, ai-je convenu. Mais tu pars les mains vides. Et tu pars à pied. Je prends la voiture, a-t-elle rétorqué. La voiture est en leasing au nom de Benoît, ai-je dit. Et comme Benoît vient de manquer à ses obligations principales, et que je détiens la procuration sur les actifs garantis, la voiture reste. Tu peux appeler un Uber à la grille si tu as une carte de crédit qui n'est pas au maximum. Vanessa m'a regardé avec un pur venin. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas? Tu penses que parce que tu as de l'argent, tu es meilleur que nous? Je ne pense pas être meilleur, ai-je dit. Je pense être solvable. Au revoir, Vanessa. J'ai fait un signe au chef de la sécurité. Il s'est avancé, sa présence massive et silencieuse. Vanessa l'a regardé, puis a regardé Benoît, qui avait la tête entre les mains. Elle a ricané, a attrapé son faux sac de créateur et s'est dirigée vers la passerelle sans se retourner. Faites-la sortir de mon quai, ai-je dit aux gardes. Si elle revient, arrêtez-la pour violation de propriété. Quand elle fut partie, le silence qui s'est installé sur la table était lourd, étouffant. Mes parents étaient assis, figés, pris entre les décombres du mariage de leur fils et le cratère de leur propre ruine financière. C'était un diable, a marmonné mon père, essayant de trouver un méchant qu'il pouvait combattre. Elle l'a perverti. Benoît, mon fils, elle t'a forcé à le faire. Nous le savons. Elle t'a embrouillé. Arrête, ai-je dit. Mon père a levé la tête, surpris par la brusquerie de mon ton. Arrête de réécrire l'histoire, ai-je dit. Vanessa n'a pas falsifié vos signatures. Papa, c'est Benoît qui l'a fait. J'ai de nouveau affiché l'image de l'acte de fiducie.
J'ai zoomé sur les signatures jusqu'à ce qu'elles fassent 1 mètre de haut à l'écran. Regardez-les, ai-je ordonné. Vraiment, regardez-les. Ce n'est pas de la confusion. C'est de l'entraînement. Ce sont des heures à décalquer votre écriture jusqu'à ce qu'il la maîtrise assez bien pour tromper un employé de bureau à Bobigny. Vanessa était peut-être cupide, mais votre enfant prodige est un criminel. Il ne voulait pas nous faire de mal, a plaidé ma mère, sa voix mince et vacillante. Il était désespéré. Il a volé votre maison, ai-je dit. Et il l'a fait il y a 18 mois. Il vous a menti en face à chaque dîner du dimanche pendant 1 an et demi. Il vous a laissé dormir dans une maison qui ne vous appartenait plus. Si je n'avais pas acheté cette créance aujourd'hui, le shérif. L'huissier jetterait vos meubles sur la pelouse la semaine prochaine. Mais tu as arrangé ça, a dit mon père, sa voix reprenant un peu de force, essayant de trouver une prise sur la falaise. Tu as acheté la maison, donc elle reste dans la famille. Nous sommes en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, l'ai-je corrigé. Vous êtes locataire. J'ai pris l'accord de vente qu'ils avaient signé si avidement il y a à peine 20 minutes. Vous n'avez pas lu les termes, ai-je dit. Vous étiez tellement obsédé par l'idée que je devais donner mes actifs à l'homme de la famille que vous n'avez pas réalisé ce que vous faisiez. Vous vouliez me forcer à transférer le pouvoir à Benoît. Au lieu de cela, vous avez volontairement signé l'acte de vente à mon nom. Je suis maintenant l'unique propriétaire du 1402, rue des Marronniers. Vous y vivez parce que je le permets. Vous y dormez parce que je l'autorise. Le visage de ma mère est devenu blanc. Elle a regardé autour du yacht, comprenant enfin l'ampleur du piège. Mais si tu changes d'avis, a-t-elle murmuré. Et si tu te mets en colère? Où irons-nous? Où vivrons-nous? Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui avait changé les serrures de ma chambre d'enfant le lendemain de l'obtention de mon diplôme parce que j'avais refusé d'épouser le fils d'un de ses amis de l'église. J'ai regardé la femme qui ne m'avait pas appelé quand j'avais été hospitalisé pour une pneumonie il y a 3 ans, même si tante Marthe le lui avait dit. Où vivrez-vous, ai-je répété. Je me suis penché en avant, posant les 2 mains sur la table. Vous avez eu 5 ans pour me demander où je vivais, ai-je dit doucement. Vous avez eu 1825 jours pour vous demander si j'avais un toit au-dessus de ma tête. Vous ne vous souciez pas de savoir où j'étais quand je dormais dans ma voiture parce que je ne pouvais pas payer de loyer. Vous ne vous souciez pas de savoir où j'étais quand je construisais cette entreprise à partir de rien. Vous ne vous souciez de l'abri que maintenant que la tempête vous frappe. C'est différent, a balbutié mon père. Nous sommes tes parents. Et j'étais votre enfant, ai-je dit. Le contrat est signé. Vous avez un bail. Tant que vous respectez les règles, mes règles, vous avez un foyer. Mais n'oubliez jamais qui détient les clés. Benoît a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, cernés de noir. Il m'a regardé et pour la première fois, je n'ai pas vu d'arrogance. J'ai vu de la peur. Et moi, a-t-il croassé. Vanessa est partie. L'argent est parti. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as le choix, ai-je dit. J'ai la reconnaissance de dette exécutoire que tu as signée. J'ai la preuve de la falsification. Je peux déposer ça auprès du procureur de la République cet après-midi, et tu iras en prison pour fraude. Benoît a sursauté comme si je l'avais frappé. Où, a-t-il demandé. Où tu trouves un travail, ai-je dit. Un vrai travail. Pas une opportunité d'investissement, pas une combine. Tu commences en bas de l'échelle, tu travailles, et chaque mois tu me paies 20% de ton salaire pour rembourser la prime de risque que j'ai payée aujourd'hui. Je ne peux pas faire un travail normal, a gémi Benoît. J'ai mal au dos. Je fais de l'anxiété. Alors tu as une peine de prison, ai-je dit simplement. Choisis. Il s'est affalé sur sa chaise. Il savait que ce n'était pas du bluff. Il a regardé nos parents pour de l'aide, mais il fixait la table, incapable de croiser son regard. L'illusion de la famille parfaite avait été brisée. Pas par moi, mais par la vérité que je les avais forcés à regarder. Je me suis redressé, lissant le devant de mon tailleur blanc. Le soleil était maintenant complètement levé, dur et brillant, ne laissant aucune ombre pour qu'il puisse s'y cacher. C'est cruel, a pleuré ma mère. Tu fais ça pour nous punir. C'est de la vengeance. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le décompte de règlement, puis l'acte de vente signé. Non, mère,
ai-je dit, ma voix aussi calme que l'eau morte du port. La vengeance est émotionnelle. La vengeance est désordonnée. Ça, ce sont juste des maths. J'ai pris la télécommande et j'ai éteint l'écran. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit. C'est un règlement. Le soleil était au maintenant, projetant des ombres dures et impitoyables sur le pont de l'Obsidienne. La brume matinale s'était dissipée, ne laissant nulle part où se cacher. Ma famille était assise au milieu des décombres de leurs attentes. Ils étaient arrivés en s'attendant à une célébration, des retrouvailles et un pactole. Ils repartaient en tant que locataires d'une maison qu'ils ne possédaient plus, liés à une fille qu'ils avaient essayé d'exploiter. Vanessa était partie, escortée hors de la propriété par la sécurité. Son absence laissait un vide que Benoît semblait incapable de combler. Il était assis, affalé sur sa chaise, fixant ses mains, dépouillé de la bravade qui l'armait habituellement. Il n'était plus l'enfant prodige. Il était un homme de 32 ans avec une reconnaissance de crime dans le coffre-fort de sa sœur et une faillite qui le menaçait. Le leasing de ta voiture est également en défaut, ai-je dit en brisant le silence. Je ne l'ai pas dit avec méchanceté. Je l'ai dit comme un fait. J'ai vu les avis dans le dossier numérique qu'Elias a récupéré. Ils vont la reprendre. Benoît, probablement aujourd'hui ou demain. Peux-tu commença Benoît, puis s'arrêta. Il m'a regardé, les yeux humides et rouges. Peux-tu les arrêter? Je pourrais, ai-je dit. Je pourrais faire un chèque pour les 4 000 € de retard que tu as, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? A crié ma mère, sa voix se brisant. Tu viens de dépenser plus d'1 million pour la maison. Qu'est-ce que 4 000 € de plus pour que ton frère puisse se déplacer? Parce que la maison sécurise mes parents, ai-je répondu. La voiture ne sécurise rien d'autre que l'ego de Benoît. S'il veut conduire, il peut prendre le bus ou il peut trouver un travail et acheter une Honda d'occasion. Ce n'est pas mon problème. Mon père s'est levé lentement. Il avait l'air plus vieux que lorsqu'il était monté sur la passerelle. Son air pompeux avait disparu, remplacé par une fragilité grise et ébranlée. Chloé, dit-il, sa voix rauque. Pouvons-nous parler? Juste nous. Sans les avocats, sans les gardes de sécurité, s'il te plaît. Juste ta mère et moi. J'ai fait signe au chef de la sécurité de reculer vers le poste de pilotage, hors de portée de voix mais à portée de vue. Allez-y, ai-je dit. Mes parents ont contourné la table pour se tenir devant moi. Ma mère a tendu la main pour toucher mon bras, mais je n'ai pas bougé vers elle et elle a laissé tomber sa main. Nous ne savions pas que c'était si grave, a murmuré ma mère. Nous ne savions vraiment pas qu'il avait fait ça à l'acte de propriété. Tu dois nous croire, Chloé. Nous n'aurions jamais essayé de te faire du mal si nous avions su. Vous n'auriez pas essayé de me faire du mal, ai-je demandé en haussant un sourcil. Vous êtes resté assis là pendant 1 heure à essayer de me faire culpabiliser pour que je vous donne de l'argent. Vous m'avez dit que j'étais contre nature d'avoir de l'argent. Vous avez essayé de me forcer à céder mes actifs à Benoît parce qu'il est un homme. Vous étiez parfaitement heureux de me faire du mal, maman. Vous ne saviez juste pas que je tenais un bouclier. Nous avions peur, a insisté mon père. Nous avions peur de perdre la maison. Nous pensions que tu étais assez forte pour encaisser le coup. Tu as tellement de choses, Chloé. Nous pensions juste que tu pouvais partager le fardeau. Partager le fardeau, ai-je répété. La phrase avait un goût de cendre dans ma bouche. J'ai regardé l'horizon de Nice, scintillant dans la chaleur. Vous vous souvenez d'il y a 5 ans, ai-je demandé. La semaine où j'ai arrêté d'appeler. Tu étais occupé, a dit ma mère rapidement. Tu venais d'emménager en ville. Nous pensions que tu travaillais juste dur. Non, ai-je dit. Je ne travaillais pas. J'étais à l'hôpital. Ils se sont figés. J'ai eu une rupture de kyste ovarien, ai-je dit, ma voix stable, dépourvue des larmes qu'ils attendaient probablement. J'étais seul dans un studio. Je n'avais pas encore d'assurance maladie parce que mon contrat n'avait pas commencé. J'étais en agonie. Je t'ai appelé, maman. J'ai appelé le téléphone fixe 3 fois. J'ai appelé ton portable 2 fois. Le visage de ma mère est devenu pâle. Elle a cligné des yeux, cherchant dans sa mémoire. Je me souviens, a-t-elle murmuré. Je me souviens avoir vu les appels manqués, mais c'était la fête de fiançailles de Benoît, la grande, au club de golf. Nous accueillions les invités.
Je pensais que tu appelais pour dire félicitations. J'ai laissé un message vocal, ai-je dit. J'ai dit que j'avais peur. J'ai dit que j'avais mal. Je t'ai demandé de venir. Je ne l'ai pas écouté avant le lendemain, a-t-elle balbutié. Et à ce moment-là. À ce moment-là, je m'étais conduite moi-même aux urgences, ai-je terminé. J'ai subi une opération d'urgence seule. Je me suis réveillé seul. Et quand je t'ai appelé le lendemain pour te dire que j'avais besoin d'aide avec la franchise, 500 €, c'est tout ce dont j'avais besoin. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas aider parce que tu venais de verser la compte pour le lieu de mariage de Benoît. Le silence sur le pont était absolu. Même les mouettes semblaient avoir cessé de crier. C'était le moment, ai-je dit. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une dispute. C'était un choix. Vous avez choisi sa fête plutôt que mon opération. Vous avez choisi son bonheur plutôt que ma survie. Alors ne venez pas me parler de fardeaux familiaux. J'ai porté mon fardeau seul. Maintenant, vous pouvez porter le vôtre. Mon père a baissé les yeux sur ses chaussures. Il ne pouvait pas me regarder. La supériorité morale qu'il avait essayé de revendiquer toute la matinée s'était effondrée en poussière. Nous sommes désolés, a-t-il marmonné. Chloé, nous sommes tellement désolés. Je ne veux pas de vos excuses, ai-je dit. Les excuses ne sont que des mots. Elles ne paient pas le loyer. Elles ne réparent pas le passé. Alors que veux-tu, a demandé ma mère, pleurant ouvertement maintenant. Veux-tu que nous mendions? Nous mendions. S'il te plaît, ne nous déteste pas. Je ne vous déteste pas, ai-je dit. La haine demande de l'énergie. Je n'ai plus d'énergie pour vous. J'ai de l'indifférence. Je suis retourné à la table et j'ai pris le dossier contenant le contrat de location. Voici la réalité, ai-je dit en tendant le dossier à mon père. Vous retournez à la maison. Vous y vivez. Je paierai les impôts fonciers et l'assurance habitation parce que la maison est mon actif et je protège mes actifs. Mais vous payez les charges. Vous payez pour votre propre nourriture. Vous payez pour votre propre essence. Vous vivez de votre retraite et de la sécurité sociale. Et Benoît, a demandé mon père en serrant le dossier comme une bouée de sauvetage. Si Benoît vit là, il paie un loyer, ai-je dit. À moi. Le prix du marché pour une location de chambre dans ce code postal est de 800 € par mois. S'il ne paie pas, je l'expulse. S'il cause des problèmes, je dépose la reconnaissance de dette et il va en prison. Il n'est plus mon projet. Il est un locataire en probation. Mais c'est une vie difficile, a dit ma mère doucement. Nous avions des attentes. Vous avez un toit payé au-dessus de votre tête et de la nourriture sur la table, ai-je dit. C'est plus que ce que j'avais il y a 5 ans. C'est une bonne vie. C'est juste une vie simple. Vous vouliez que je vous sauve de la ruine. Je l'ai fait. Je n'ai pas dit que je vous sauverais de la réalité. Elle a raison. La voix est venue de derrière moi. C'était tante Marthe. J'avais presque oublié qu'elle était là. Elle était assise tranquillement dans le coin du salon tout ce temps, regardant, écoutant. Maintenant, elle se levait, le visage rouge d'un mélange de colère et de chagrin. Marthe, a prévenu mon père. C'est une affaire de famille. Je suis de la famille, a rétorqué Marthe en marchant pour se tenir à côté de moi. Elle a regardé son frère et sa belle-sœur avec un niveau de déception qui semblait les faire rétrécir. Je vous ai observés tous les deux pendant 30 ans. Je vous ai regardé gâter ce garçon jusqu'à ce qu'il soit pourri. Et je vous ai regardé ignorer cette fille parce qu'elle n'avait pas besoin de vous pour lasser ses chaussures. Elle a posé une main sur mon épaule. Elle était chaude. C'était le premier contact humain que j'avais ressenti de toute la journée qui ne ressemblait pas à une transaction. Vous la regardez comme si c'était une étrangère, leur a dit Marthe. Mais elle est exactement ce que vous avez fait d'elle. Vous lui avez appris que l'amour est conditionnel. Vous lui avez appris que l'argent est la seule langue que vous parlez. Eh bien, félicitations. Elle a appris la langue mieux que vous. Marthe, s'il te plaît, a sangloté ma mère. Vous ne l'aimez pas, a dit Marthe, sa voix tremblant mais forte. Vous aimez ce qu'elle a. Vous aimez le bateau. Vous aimez le sauvetage. Vous aimez l'idée d'une fille riche, mais vous ne l'aimez pas elle. Si elle vous avait dit qu'elle travaillait dans un restaurant aujourd'hui,
vous seriez reparti de ce bateau et ne l'auriez plus jamais appelé. Mes parents n'ont pas répondu. Ils ne pouvaient pas. La vérité flottait dans l'air, lourde et indéniable. Rentrez chez vous, ai-je dit doucement. La voiture attend à la grille pour vous ramener. Profitez de la maison. C'est une belle maison. Mon père m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux. Seulement une défaite sourde et creuse. Il a pris le bras de ma mère. Benoît s'est levé, s'essuyant le nez avec sa manche, ressemblant à un fantôme. Ils se sont tournés et ont marché vers la passerelle. Ils ne se sont pas retournés. Ils n'ont pas fait de signe de la main. Ils sont juste partis, trois silhouettes plus petites sur fond de yacht massif et d'eau scintillante. Tante Marthe a serré mon épaule. « Je suis fière de toi », a-t-elle murmuré. « Mais je suis aussi désolée. Aucun enfant ne devrait avoir à être le banquier de ses parents. »« Je ne suis pas leur banquier, Marthe », ai-je dit en les regardant disparaître derrière la grille de sécurité. « Je suis juste le propriétaire. »« Je vais y aller », a dit Marthe. « Je pense que tu as besoin d'un moment. Appelle-moi la semaine prochaine, juste pour parler. Pas d'affaire. »« Je le ferai, ai-je promis. » Elle est partie et j'étais enfin seul. Je me suis dirigé vers la rambarde et j'ai regardé l'eau sombre. Le yacht était silencieux. Le personnel était invisible. Les papiers étaient signés. L'affaire était conclue. J'avais gagné. J'avais sauvé la maison familiale. J'avais arrêté la fraude. J'avais neutralisé la menace. J'avais établi des limites qui ne pourraient plus jamais être franchies. Selon tous les critères de ma profession. C'était une restructuration réussie. Mais en regardant le reflet de la ville dans l'eau, j'ai senti une froideur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la brise de l'océan. J'ai touché la Patek Philippe à mon poignet. Elle tic-taquait régulièrement, comptant des secondes que je ne retrouverais jamais. J'avais transformé ma famille en une transaction pour leur survivre. J'avais utilisé leur avidité comme une arme et leur peur comme un levier. J'étais devenu la force froide et inflexible dont ils m'accusaient d'être, parce que c'était le seul moyen de me protéger de leur chaleur, qui brûlait. J'ai regardé mon reflet dans la vitre de la porte du salon. Mon tailleur était blanc, immaculé, sans tache. Mon visage était calme. Suis-je en train de devenir comme eux, ai-je demandé au silence. Le silence n'a pas répondu. Il m'a juste facturé le temps. 3 jours plus tard, j'ai convoqué la réunion finale. Je ne l'ai pas organisée sur le yacht. Je ne les ai pas invités à mon bureau. J'ai loué une salle de conférence stérile et sans fenêtre dans un cabinet d'avocat neutre en centre-ville. Je ne voulais aucun décor, aucune distraction et absolument aucune encre émotionnelle. Mes parents étaient assis d'un côté de la table, moi de l'autre. Entre nous se trouvait un seul jeu de clés et un épais classeur de stipulations légales. Benoît n'était pas présent. Je lui avais interdit l'accès aux locaux. Sa présence était une variable que je n'étais plus disposé à calculer. C'est la fin de la négociation, ai-je dit en faisant glisser le classeur sur le bois poli. À l'intérieur se trouve le contrat de location pour la maison au 1402, rue des Marronniers. Il vous accorde la résidence pour le reste de votre vie. À condition que vous respectiez les clauses d'entretien, que vous payiez les charges, que vous payiez votre propre nourriture. Je paie les impôts fonciers et l'assurance structurelle majeure. C'est l'étendue de ma contribution. Mon père a fixé le classeur. Il avait l'air plus petit que sur le bateau. La grandiloquence avait disparu, remplacée par une défaite grise et affaissée. Il n'a pas immédiatement pris les clés. « Chloé, dit-il, sa voix rauque. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas réduire 50 ans d'histoire familiale à un contrat de location. Nous sommes ta chair et ton sang. » J'ai croisé les mains sur la table. « Je suis contente que tu en parles, » ai-je dit. Parce que la semaine dernière, vous avez utilisé la chair et le sang comme une arme. Vous l'avez utilisé pour essayer de forcer la serrure de mon compte en banque. Vous l'avez utilisé pour exiger des choses que vous n'aviez pas méritées. Soyons clairs, père. Le sang est de la biologie. C'est un accident génétique. Ce n'est pas une carte de crédit, et ce n'est certainement pas une licence pour violer ma tranquillité d'esprit. J'ai montré les clés. Ces clés ouvrent la porte d'une maison que vous ne possédez plus. Si vous les voulez, prenez-les. Sinon,
je mettrai la maison sur le marché cet après-midi. Ma mère a tendu la main et a couvert celle de mon père, l'empêchant de discuter. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux étaient rouges, dépouillés du jugement qui avait défini son regard pendant toute ma vie. Nous les prendrons, dit-elle doucement. Elle m'a regardé, et pour la première fois en 5 ans, je l'ai vu me regarder vraiment. Pas mon blazer, pas ma montre, mais mon visage. Chloé, je sais que nous ne pouvons pas réparer ça. Je sais que nous l'avons brisé. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas être venu à l'hôpital. Je suis désolé que nous l'ayons choisi lui. C'étaient les excuses dont j'avais fantasmé pendant une demi-décennie. J'avais l'habitude d'imaginer qu'entendre ces mots me ferait pleurer ou me ferait courir dans ses bras. Mais assise là, je me sentais stable. J'ai réalisé que ma guérison ne dépendait pas de son repentir. Je n'avais pas besoin qu'elle soit désolée pour que je sois entière. J'accepte tes excuses, ai-je dit. Mais l'acceptation n'est pas une invitation. La porte est fermée, maman. Tu as une maison. Tu as une vie. Mais tu ne m'as pas moi. Pas de la manière que tu veux. Je me suis levé. Les charges ont été transférées à votre nom à partir de ce matin. L'allocation pour Benoît, qui est strictement limitée à 3 mois de bons alimentaires, pas d'argent liquide, est détaillée dans l'addendum B. S'il me contacte, les bons s'arrêtent. S'il vient à mon bureau, les bons s'arrêtent. S'il publie sur moi sur les réseaux sociaux, les bons s'arrêtent. Nous sommes bien d'accord? Nous comprenons, a murmuré ma mère. Et Vanessa, a demandé mon père en levant les yeux. Vanessa a demandé le divorce hier, ai-je dit. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas de fonds fiduciaires à piller. Elle est partie. Benoît est seul. Pour la première fois de sa vie, il va devoir apprendre à survivre sans filet de sécurité. Si vous essayez d'être ce filet, vous tomberez avec lui. Je vous conseille de le laisser apprendre. Je me suis retourné et je suis sorti de la pièce. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu un au revoir. Le son de la lourde porte se refermant derrière moi était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. 1 heure plus tard, j'étais de retour sur l'Obsidienne. Les moteurs tournaient déjà au ralenti, un grondement bas et puissant qui vibrait à travers le pont. Tante Marthe était assise sur le salon arrière, portant un chapeau de soleil et lisant un roman de poche. Elle a levé les yeux et a souri quand je suis monté à bord. « C'est fait ?» a-t-elle demandé. « C'est fait », ai-je dit. « Comment te sens-tu » ? « Légère », ai-je répondu. « Je me sens incroyablement légère. » Je me suis dirigé vers le poste de pilotage. J'avais pris une dernière décision ce matin-là. Je ne les expulsais pas seulement de ma vie. Je me retirais de leur carte. J'avais vendu ma place à la marina. J'avais demandé à mon courtier de liquider mes avoirs locaux et de tout transférer dans un trust basé à Zurich. Je déplaçais le yacht et le siège de mon entreprise en Méditerranée. S'ils voulaient me trouver, il leur faudrait un passeport et un billet d'avion qu'ils ne pourraient pas se payer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était Benoît. Il avait appelé 14 fois dans la dernière heure. Il avait envoyé 30 SMS, alternant entre mendier de l'argent, me blâmer pour le départ de Vanessa et menacer d'aller voir la presse. J'ai regardé l'écran. Une version plus jeune de moi aurait répondu. Une version plus jeune de moi aurait essayé d'expliquer, de justifier, de le sauver une dernière fois. Mais je n'étais plus cette fille. J'étais la PDG de ma propre existence. Je n'ai pas jeté le téléphone à la mer. C'est ce que les gens font dans les films. C'est dramatique, mais c'est du gaspillage. Au lieu de cela, j'ai simplement maintenu le bouton d'alimentation. J'ai regardé l'écran devenir noir. Puis je me suis dirigé vers le tiroir où l'équipage gardait les appareils électroniques de rechange, j'ai laissé tomber le téléphone à l'intérieur et je l'ai verrouillé. J'obtiendrai un nouveau numéro en Italie. Larguez les amarres, ai-je dit au capitaine. Les cordes ont été jetées. L'écart entre le yacht et le quai s'est élargi. 1 mètre, puis 5, puis 20. J'ai regardé la ville de Nice s'éloigner. Quelque part dans cette étendue de béton et de palmiers se trouvait une maison sur la rue des Marronniers où 2 personnes âgées apprenaient à vivre selon leurs moyens. Quelque part, il y avait un homme de 32 ans qui réalisait que le monde ne lui devait pas sa subsistance. Il n'était plus mes personnages à écrire.
Il faisait juste partie de l'histoire de fond. Je me suis dirigé vers la poupe et je me suis appuyé contre la rambarde, regardant le sillage du bateau transformer l'eau en écume blanche. Tante Marthe est venue se tenir à côté de moi, me tendant un verre de thé glacé. Tu sais, dit-elle en regardant l'horizon qui rétrécissait. Ils vont dire à tout le monde que tu les as abandonnés. Ils vont jouer les victimes. Laisse-les faire, ai-je dit en prenant une gorgée. Je n'ai pas besoin d'être l'héroïne de leur histoire, Marthe. J'ai juste besoin d'être la protagoniste de la mienne. J'ai regardé l'horizon où le bleu du ciel rencontrait le bleu de l'océan. C'était grand ouvert. C'était vide. C'était libre. J'avais appris la leçon la plus difficile qu'une personne puisse apprendre. La famille, ce n'est pas une question d'ADN. Ce n'est pas une question d'histoire ou d'obligation. La famille, c'est un comportement. La famille, c'est être présent. La famille, ce sont les gens qui respectent vos limites, pas ceux qui les démolissent. J'ai tourné le dos à la rive et j'ai fait face à la mer ouverte. Pleine vitesse, ai-je murmuré.